Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Et c'est bruit bizarre. Merci beaucoup et bienvenue dans ce live du 19 juillet 2024. Il est à présent 20h08 et nous allons jouer à Baldur's Gate. Oui, encore, oui. Ça compensera pour les fois où il n'y a pas eu de semaine de Baldur's Gate. Ok. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une agréable journée. J'espère qu'on est vendredi. J'espère que soit vous êtes en week-end, soit vous êtes en vacances, ou si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, j'espère que ce sera bientôt le cas. Force à ceux qui vont travailler tout l'été, je pense très fort à vous, et qui m'appellent à 20h08. Un numéro inconnu. Très bien. Très bien, j'espère que vous allez bien en tout cas. Je sais pas ce que je voulais dire de plus. J'avais pas grand chose de plus à dire finalement. La vie se passe. La vie se passe. Tout simplement. Merci beaucoup Shirdiama, merci beaucoup pour le 11e mois de sub. Merci beaucoup, merci le Commodore pour le 42e mois de sub. Orionol pour le 11e mois de sub. Bientôt l'année, merci beaucoup. Merci Norbaka, putain j'écorche tous vos pseudos aujourd'hui. Merci beaucoup pour le 6e mois de sub. Merci beaucoup Ruby également pour le 7e mois. Et nous avons... invité surprise. Ah, on le voit plus finalement. Il est trop petit, vous le voyez pas. Il est trop petit. Allô, c'est pour la rénovation énergétique, madame. C'est un peu la vibe, ouais. Ouais, j'en peux plus les appels comme ça pour les panneaux solaires, les chaudières. Bon, en ce moment, un petit peu. Quoique, si on m'appelle aujourd'hui pour poser une chaudière, vu qu'on va faire Baldur's Gate 3, remarque, c'est raccord, tu vois. Il y a une thématique. Peut-être que à force de faire des vidéos de ce genre et de les poster sur YouTube, à la fin, l'algorithme se dit « Ah !» et a fait des liens inattendus. Je ne sais pas. Ils vont poser une Ursula, quoi. Merci beaucoup. Attendez, faut que je tousse. Merci beaucoup Ambéat, merci beaucoup pour le 5e mois de sub. Anodrain, merci beaucoup pour le 7e mois de sub. Merci beaucoup. Ouais, c'est les 0948 le problème, c'est vraiment chiant. Les nouveaux Laurent Lego? Ah, pas du tout. Pas du tout. On a parlé de Lego il y a pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, je sais plus. Et non, c'est la cabane dans les arbres pour ceux qui veulent la référence. Le Lego est assez cher, mais il est très sympa à construire. Et visuellement, il rend très bien. Mais non, il a toujours été là. Je pense que vous y faites moins attention parce qu'il y a... le décor est plus sombre. Là, il y a encore de la lumière du jour, puisque le soleil ne s'est pas encore couché. Et je pense que du coup, vous faites plus attention à ce qu'il y a dans le décor. Et notamment à cette cabane. Mais elle est là depuis... pas un an, mais pas loin en vrai. Hein. J'aimerais bien en mettre d'autres, mais pas trop non plus, parce que j'ai pas envie d'avoir un décor full Lego, quoi. Bref. Bref. Les démarcheurs téléphoniques sont censés être interdits après 20h. Ouais, bah ça c'est le principe, ça, mais bon. Ça c'est le principe. La sponsor Lego, ça n'arrivera pas. Hein. Ça n'arrivera pas. S'il y a bien... En fait, une fois, j'étais avec... je travaillais avec quelqu'un qui s'appelle Ross, enfin qui s'appelle son pseudo. Et il m'avait demandé une fois quelle marque, avec quelle marque j'aimerais vraiment bosser. Et j'en avais donné 2. J'avais dit Philips Hue. On l'a fait, donc je suis très contente. Philips Hue et Lego. Lego, c'est compliqué. Lego, c'est compliqué parce que... En fait, c'est pas qu'ils sont hostiles à ça, c'est qu'en fait, ils sont tellement dans une situation où les gens ils vont un peu acheter leurs produits quoi qu'il arrive qu'ils ont pas tellement... Ça veut pas dire qu'ils font pas de sponsor, mais en fait ils sont dans une position de force, un peu comme ces marques, un peu comme Apple peut l'être, ou ce genre de choses, où ils ont pas tellement besoin d'influenceurs ou quoi pour mettre en avant leurs produits parce qu'on les connaît déjà et les gens consomment déjà leurs produits, vous voyez? Bonsoir, ça signifie quoi ce titre? C'est en rapport avec la run d'hier sur Baldur's Gate 3, mais je donnerai plus de détails quand on passera sur le jeu. Mais effectivement, pour ceux qui n'ont pas vu la session d'hier, c'est peut-être un peu cryptique. Mais on va littéralement faire une quête avec des gnomes, quoi. Enfin, vraiment, voilà. Peut-être un peu cryptique, mais quand on passera sur le jeu, je détaillerai un peu plus. Parce que je veux pas spoil ce qu'on a fait hier. Voilà. Je viens de demander s'il y avait Bec Béné dans le piège à coke d'hier. Non, il est pas là. Non, il est pas là. Bravo pour le sommet phase B, canne à sucre. Bravo. 4 heures, dont 2 sur les 3 derniers drapeaux. Ouais, normal. Normal. Je suis partie avant la fin, on a sauvé Omelette. Oui. On en parlera quand je passerai sur le jeu. En dessous de 10 millions de followers, c'est non. En vrai, je serais pas étonnée que ce soit ce genre de logique, ouais.
Je serais pas étonnée, mais vous savez, il y a des marques qui sont plus portées sur... Il y a des marques qui n'ont pas vraiment recours aux partenariats et aux influenceurs. On peut pas tout avoir, hein, c'est pas grave. Hein. Mais Amixem, il me semble qu'il a fait pas mal de vidéos avec Lego et j'avais checké justement et en fait ses premières vidéos ne sont absolument pas sponsorisées. Et pourtant on parle d'Amixem, genre c'est pas un petit influenceur, tu vois. C'est pas un mec inconnu au bataillon et je pense que bah vu l'expérience qu'il a et l'équipe, je pense qu'il y a eu moyen qu'il y ait eu des démarches, mais maintenant elles sont sponsors je crois, mais il en a fallu un temps quoi. Il a fallu un certain temps avant qu'il y ait des sponsors. Chanel fait pas trop de sponsors non plus. Toutes les marques qui relèvent du luxe font très peu de sponsoring ou alors avec des influenceurs, genre type Lena Situation qui va être invitée pour des trucs vis-à-vis de Dior, vis-à-vis de... Avec quelle autre marque elle avait bossé? Louis Vuitton, je crois aussi beaucoup, elle reçoit des produits, etc. Mais on parle de Lena Situation, quoi. On parle de l'influenceuse numéro 1, tu vois. Mais le luxe, globalement, les marques de luxe font très peu dans les partenariats. Mais après... c'est pas trop mon profil et c'est pas vraiment les marques avec lesquelles j'ai plus envie de collaborer, on va dire. c'est pas mon univers, voilà, pour dire des choses comme ça, c'est pas mon univers. Après, bon, si Chanel veut vraiment m'envoyer un très gros chèque, pourquoi pas, mais bon, disons que je pense ne pas être la cible, vraiment. Merci Nomad Dream, merci beaucoup pour le 16e mois de sub, merci beaucoup. N'est pas vraiment le public en plus, bah, en fait, vous êtes un public... identifié par les marques comme un public de gamers, ce qui est logique, hein, parce qu'on est sur Twitch quand même s'il n'y a pas que du jeu vidéo maintenant. Ouais, de gamers, principalement masculins. Le luxe n'est pas utilisé que par les femmes, mais je pense que le marché est quand même plus la cible, il y a quand même plus de femmes que d'hommes. Donc on n'est pas bon, quoi. En plus, je fais même pas du lifestyle, je fais même pas spécial... Enfin, je parle pas de mode, je parle pas de... Je suis complètement... je suis pas dans la cible, hein. On peut être un gamer et ne jamais sortir sans son Gucci. Pour partir en raid, là. Quoi, mais alors une super collab avec les frérots de LVMH. Non, mais du coup, ouais, il y a des marques qui vraiment ne le font pas, mais parce qu'elles n'ont pas vraiment besoin, en fait, d'avoir recours à ce genre de méthode pour... voilà. Alors que Jellycat, à choisir entre... à choisir, Florence, tu préfères faire un partenariat avec Chanel ou LVMH ou Jellycat? Il n'y a même pas de débat, moi je choisis Jellycat tous les jours. Je choisis Jellycat tous les jours. Jellycat, pour ceux qui n'ont pas la référence, ils font des peluches. Voyez, c'est normal, je ne serai jamais approchée par ce genre de marque, ce qui n'est pas très grave, ce n'est pas un objectif dans la vie. Parce que voilà, je donne ce genre de réponse. Parce que voilà, mais moi, partenariat de rêve, pourquoi pas? Écoutez, vous me donnez une enveloppe budgétaire pour que j'achète des animaux en peluche. Bah forcément, je ne suis pas la cible, mais regardez comme ils sont mignons. Oh, le petit dragon! Le petit dragon! Le petit chihuahua! Le gros hamster! Bon bah tu m'étonnes, tu vois, tu m'étonnes. Oui, il y avait un brie avec... il y avait une peluche de brie avec des papates. Encore ce site. Bah ouais, mais je préférerais, tu vois. Je préférerais, ça me parle plus, j'ai l'impression que ça me correspond plus. Genre j'ai l'impression que si imaginons, demain je vous dis, allez, j'ai une grosse annonce à vous faire, et bah je suis en partenariat avec Christian Dior, vous serez un peu en mode... cool, mais inattendu. Alors que si je vous disais, j'ai un partenaire à vous annoncer, c'est Jellycat, vous serez en mode, logique. Ça tombe sous le sens finalement. Et bon anniversaire encore Chroma, by the way. Super Florence. Déguisement aubergine. Non mais Jellycat c'est vraiment, c'est trop mignon et c'est vachement quali en plus comme peluche. LVMH qui demande un partenariat à la meuf qui a insulté Macron, pas sûr que ça arrive un jour. Et oui. Mais autant il y a pas mal d'influenceuses, même d'influenceurs pour qui le Graal c'est un peu les marques haute couture, etc. et tout ça, luxe en gros. Moi j'avoue que c'est pas vraiment un lore qui me parle vraiment quoi.
C'est-à-dire que je connais pas mal de gens autour de moi qui, quand ils ont eu plus de blé, parmi les premiers trucs qu'ils ont fait, c'est commencer à acheter des articles de luxe, justement, ou qui se rapprochent du luxe. Et moi, c'est vraiment pas ce que j'ai fait, quoi. Chacun met sa priorité où il veut, hein. C'est pas un jugement de valeur, hein, mais c'est juste un truc qui m'a jamais trop parlé, quoi. Merci Canton Belliqueux, merci beaucoup pour le 33e mois. Et aussi, j'ai des séquelles du fait d'avoir travaillé au Galeries Lafayette, je crois. Je crois que j'ai un léger traumatisme de ces enseignes aussi. Merci Canton Belliqueux pour le 33e mois de sub, merci beaucoup. Merci Kratil pour le 44e mois. Léo Cello pour le 45e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Pourquoi tu as parlé de ce site? J'ai envie d'acheter la moitié du site maintenant, MDR. Ouais, je sais, je sais. La dernière fois, je t'ai parlé de Jellycat aussi. Je sais qu'il y a des gens... Oh, j'ai reçu un DM qui était si mimes. Où c'était quelqu'un qui avait acheté un poulpe. Il y a des peluches de poulpe pour son bébé et qui me disait depuis qu'il l'a, il s'endort tout le temps en le tenant. J'étais en mode, oh, mon cœur. J'ai reçu un message comme ça, c'était si mignon. Et j'ai déjà parlé, je sais que je vous ai déjà... Je suis même pas sponsor, hein, je touche rien là-dessus, hein, je suis pas du tout payée pour vous en parler, mais je trouve ça tellement mimes. Merci beaucoup Pixart, merci beaucoup pour le 13e mois de sub, merci beaucoup. La doudoune de luxe égarée qui a laissé des traces. Ah mais totalement, hein. Totalement. Si, le seul truc de luxe que j'achète, c'est les parfums. Mais en vrai, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Je pense que la plupart des gens qui achètent des parfums, c'est un truc dans lequel ils mettent du budget et ils achètent du Dior, du Chanel, du Yves Saint Laurent, des trucs comme ça, je pense. C'est vraiment, c'est le seul domaine dans lequel j'achète des trucs luxe, quoi. En plus, ça tient un moment et tout. C'est un truc que tu... En fait, c'est un truc que tu fais offrir en cadeau aussi, des fois. Moi, j'ai Hugo Boss. Bah ouais, voilà, typiquement, quoi. Flower Bakenzo, bah voilà, c'est ça. Ah, je l'avais celui-là aussi pendant très longtemps, il est bien. Axe, c'est luxe. Non, ça, c'est gamer, ça, Chroma, ça. Que cela dit, du parfum, depuis que je travaille depuis chez moi, j'en mets quasiment jamais, hein. J'en mets quasiment jamais, hein. En plus, il y a un truc qui me fait peur, vous savez, peut-être un petit moment de prévention, je sais pas si c'est le cas encore, c'est un truc qu'on m'avait dit il y a longtemps. Faut faire très attention quand on met du parfum et qu'il y a du soleil, parce que comme il y a de l'alcool dans le parfum, si je dis pas de bêtises, vraiment vous me corrigez si je dis de la merde, il faut pas que ce soit... En fait, c'est photosensibilisant et du coup, ça peut faire des taches sur la peau de mettre du parfum. Du coup, faut faire attention. Alors, est-ce que c'était des vieux parfums? Est-ce que c'est encore le cas à l'heure actuelle? Mais je pense que oui, hein. Donc si vous mettez du parfum et que c'est l'été, faites attention. Hein. On est d'accord, c'est toujours le cas. Hein. Le parfum, quand t'es très sensible aux odeurs, c'est une galère. Bah moi, je pense aussi, une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de mettre du parfum, c'est quand je travaillais au Galeries Lafayette, boulevard Haussmann, là, à Paris. Les Galeries Lafayette, genre... Quand les étrangers disent les galeries, ils parlent de celles-ci, tu vois. Donc celles qui sont vraiment extrêmement touristiques et tout. Bah, le rez-de-chaussée est consacré aux parfums et aux cosmétiques en général. Et du coup, bah, comme il y a plein de gens qui essaient, il y a beaucoup de vapeur de parfum partout. Et en fait, il y avait une odeur qui était très très prégnante. Genre, vous voyez les magasins Sephora, c'était ça, mais en pire en fait. Et du coup, je pense que ça m'a un petit peu dégoûté des parfums en général. Maintenant, j'en reporte, hein. Mais pendant un temps, j'avais plus du tout envie d'en mettre parce que j'étais en mode... Je peux plus, quoi. Je peux plus. Merci beaucoup, Zaboul Maboul. Merci beaucoup pour le 35e mois. Merci, Horter, pour le Prime. Bienvenue à toi dans la communauté. Merci beaucoup. Mais c'est marrant comme il y a plein de gens qui supportent pas le parfum. Mais vous savez, normalement, le parfum, c'est pas censé, genre... T'es pas censé sentir très fort le parfum. En fait, c'est censé, genre... Quand quelqu'un marche, tu dois sentir une légère odeur, un léger sillage, mais pas plus. Ça doit pas embaumer, tu vois. Moi, je ne supporte pas, ça me détruit la gorge. Mais putain, vous êtes nombreux à dire ça. Je tombe de ma chaise. Tu ne dois pas te noyer dans la bouteille, voilà, c'est ça. Merci Blogantin, merci beaucoup pour le 36e mois, pour les 3 ans, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup et merci Audrey pour le 13e mois de sub, merci beaucoup.
Si vous consommez un flacon par semaine, par exemple, c'est mauvais signe. Une collègue qui se parfume trop, je ne l'entends pas arriver, je la sens. Ah oui, mais ça, c'est embêtant, ça, ouais. Ok, mais vous êtes super sensible du nez, finalement, en fait. Je commence à faire un prototype de la commu, là. Alors, du coup, donc... Globalement... ce que j'ai retenu, c'est que vous étiez un peu des bobos. Comme moi. Et que vous êtes sensible du nez. J'en prends note. Et que vous aimez bien les peluches avec des yeux. Des petites bouches et des petites pattes. On est juste trop mal par les gens qui abusent du parfum. Putain, heureusement que vous bossiez pas aux galeries, quoi. On est des anxieux aussi. Oui, vous êtes des anxieux sociaux, c'est vrai. C'est ça le profil type de la communauté. Et vous mangez des effaceurs aussi. Je me souviens de ça. J'ai l'impression que la majorité en mettent beaucoup trop de parfum, justement, et du coup, c'est pas une légère odeur quand tu les croises, c'est une infection. Je pense qu'ils en mettent beaucoup parce que vous les croisez peut-être le matin et ils se disent pour que ça tienne toute la journée, faut que j'en mette beaucoup. Je sais pas. Manger des effaceurs? Oui, j'étais circonspecte aussi comme toi, Risa. L'autre jour, on a eu une discussion, je sais pas comment on est arrivé à parler de ça, mais on a commencé à parler des trucs que les gens mangeaient qui étaient bizarres. Et la communauté une grande partie d'entre eux, en tout cas, a confessé avoir déjà goûté un effaceur, du sable. Je sais pas. Moi-même, j'étais un peu... Vous êtes bizarre. Mais ça explique beaucoup de choses. Et de la colle Cléopâtre, bien sûr. On va pas refaire ce débat, c'est bon, ça suffit, vous m'avez traumatisé. Et de l'herbe, effectivement. Mais moi aussi, j'étais interloquée, hein. Moi, je suis tellement vanilla dans mes choix de bouffe, finalement. Genre de la salade avec de la vinaigrette, du poulet avec de la mayo. Enfin, c'est d'un... Oh, c'est d'un boring. Aucune prise de risque. Alors que les fourmis, là, ça change un peu, là. Carbonara sans crème fraîche. Oh non, je peux pas finir cette phrase. Non, quelle honte de mettre de la crème fraîche dans la carbonara. Bouh, ah, terrible. Je viens de goûter un mouchoir en papier, c'est pas bon. Mais pourquoi vous faites ça? Mais vous n'avez aucun sens de la survie? Quand j'étais petit, j'essayais de faire cuire des crayons comme des spaghettis. C'est un peu mignon en vrai. Les pires trucs que vous avez goûté, du sable, du caca d'animaux. Encore? Non, non, je peux pas lire. Non, je suis dégoûtée. Je sors de table! Je sors de table parce que vous, si vous êtes en train de manger, bon appétit au passage, les streamers mangent en même temps que les gens à l'EHPAD parce qu'on veut lancer notre stream à, je sais pas, à 19h30, 20h, un truc comme ça, donc on mange avec les poules, quoi. Je sors de table! Au secours. Je sors de table, je n'arrive pas à gérer. Après, tu critiques les trucs que le chat a mangé, mais tu peux pas manger des cacahuètes, quoi. Normal que tu expérimentes pas. J'avoue. Bah, j'ai déjà goûté des cacahuètes, hein. Ça m'a pas très bien terminé. J'ai goûté, hein. C'est pas bon, hein. C'est pas bon avec risque de mort non négligeable. Je dis ça, mais j'ai mangé toute ma vie à 18h, 19h. Ah bon, mais pourquoi faire? Mais manger à 18h... En fait, le problème, c'est quand tu manges aussitôt à 18-19h, c'est que t'as envie de faire un repas sur les coups de minuit, quoi. Je suis en train de cuisiner, mais du coup, j'ai pas trop faim. Ah non, mais fallait pas lire le sondage, hein, je vous l'avais dit. Hein. Mais à minuit, on dort. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un autre truc que je pourrais dire de la communauté. Ça, c'est un autre truc que je pourrais dire de vous. C'est que vous êtes... globalement, raisonnable sur les horaires de coucher. J'ai remarqué
que globalement, à 23h30, minuit, c'est phénoménal. Quand tu regardes les statistiques en termes de nombre de viewers, à chaque fois qu'il y a... En fait, il y a un gros... il y a un pic plus ou moins toute la soirée, plus ou moins constant. Et t'as vraiment un creux. Et quand tu regardes, c'est vraiment... C'est minuit. Vous êtes... Mais même quand j'étais étudiante, même quand je travaillais tôt le matin, j'avais pas votre rigueur. Hein. Vous êtes extrêmement raisonnable. Ça, c'est un autre truc qui vous caractérise. Genre 23h30 minuit, il y a un pic de chute systématique sur cette chaîne. ça me fait trop rire. Vous êtes vraiment... Vous êtes bien. Et franchement, je respecte de ouf. Hein. Je suis au lit à 22h. Minuit, c'est raisonnable bah, sauf si vous vous levez à 3h du matin, auquel cas ce n'est pas raisonnable, mais... Mon dodo, c'est 22h, sinon je suis KO. Quand t'es dehors de 7h à 18h, moi c'est dodo à 22h. Mais moi j'ai eu pendant des années ce rythme-là. Je ne me suis jamais couchée, en fait, à part quand j'étais enfant, etc. Mais quand j'ai été décisionnaire de mon heure de coucher, ce n'était jamais avant minuit. Hormis quand t'es très malade, quand t'as eu une nuit blanche, je sais pas, que tu dois te lever très très tôt le lendemain pour prendre un train ou que sais-je, tu vois. Bref, hormis les circonstances un peu particulières de ce genre-là, jamais je ne me suis couchée après minuit de mon plein gré, quoi. Impossible. Maintenant, tu approches de la trentaine, ça change, non? Non. Non, en fait, c'est quoi très très tôt pour toi? Pour moi, se coucher très tôt, c'est 22h. Genre, les gens qui se couchent à 22h, je trouve ça lunaire. Surtout si vous prenez le taf à genre 9h du matin ou un truc comme ça, quoi. Je suis en mode... Comment c'est possible? Nous sommes lunaires. Mais en fait, ça dépend du moment de votre journée préférée. Et moi, j'aime trop la nuit, j'aime trop la soirée, et j'aime trop... Voilà, mais c'est vrai, quand je vois dans le chat des gens, il est 22h et je lis bon, bah, je vais aller me coucher, bonne nuit. Je suis en mode... Ouais, faut une force mentale pour se coucher si tôt, ouais. J'adorerais être levée à 6h du matin, toute pimpante et tout, mais... Non. Moi, j'ai toujours envie de faire des choses. Alors après, quand vous avez des enfants, c'est un peu différent. Je pense que quand t'as des enfants, t'es en mode « Waouh, on s'est couché à 22h. Waouh, on a fait vraiment la folie, là !» Quand tu commences à 6h du mat, pas le choix. Mais même quand tu commençais très tôt le matin, je grignotais sur mes heures de sommeil. Impossible. Genre même les tafs dans lesquels j'ai commencé le plus tôt, impossible psychologiquement de me coucher avant 20h, sinon j'ai l'impression de ne pas avoir de journée, enfin avant minuit, sinon j'ai l'impression de ne pas avoir de journée. J'ai l'impression de ne pas avoir eu le matin, le midi, l'après-midi, la soirée et le post-repas tranquille, tu vois. Donc j'avais un rythme de merde et je dormais clairement pas assez, hein, c'est tout, hein, mais... C'est toi qui a un problème, pas nous. Non mais je sais que je suis pas la seule, là je donne la parole aux gens qui se couchent avec les poules, mais... Tu dors combien d'heures par nuit? Ça dépend. À cette époque-là, je dormais beaucoup moins. À cette époque-là, je dormais genre un truc comme 6 heures. 6-7 heures, pas bien plus. Maintenant que je suis à mon compte, je vais pas vous mentir que je dors plus. Je suis à 21h, debout à 4h30, c'est horrible. Ah ouais, franchement, le rythme là, il est dur. Hein. Courage. Les enfants sont couchés à 20h30, c'est à cause de... À partir de là que l'on vit donc coucher à plus de minuit. J'ai pas compris exactement. Ça fait déprimer de manquer de sommeil. Ah ça par contre ouais, de fou. De fou. Mais globalement, pendant très longtemps, je me levais... En fait, je me levais à 7h. Je me levais à 7h quand j'allais à la fac, quand j'allais au lycée, quand j'allais au collège, etc. Quand j'allais dans mes tafs salariés, etc. Je me levais pour 7h. Donc en fait, se coucher entre minuit et 1h du matin pour se lever à 7h, c'était pas l'idéal, mais c'était pas non plus horrible, tu vois. Ça parle de ma Némésis. Quelle Némésis Badisque? Laquelle? Coucher maintenant, début du taf à 4h, l'autre bout de la ville, pâtissier obligé. Ouais, c'est des rythmes vraiment difficiles, ça.
Ah, le rythme de sommeil, ouais. Le pire rythme de stream à faire, MV ou Étoile? Ou Antoine? MV et Rayo, de très loin. Hein. Ils le disent eux-mêmes. Ils le disent eux-mêmes. C'est eux qui disent « Ah, je me suis couché, il était 9h du matin et tout. » MV, c'est chaotique. Rayo, c'est chaotique aussi, hein. Ça, le nombre de fois où ils disent « Ah, je me suis réveillée, il était 18h. » C'est souvent, hein. Je sais pas comment ils font. Moi, si je vis trop la nuit, pour le coup, je suis vraiment déprimée de fou. Kameto, il doit être pas mal décalé aussi, ouais. Parce que Kamel, c'est souvent que je le vois streamer à des heures très tardives. Genre, moi, c'est rare que je finisse au-delà de 2h du matin, en vrai. Il y a eu un moment où, pendant la Zilan, c'était catastrophique. Pendant la Zilan, je finissais des streams, il était 4h du matin. Merci Lucas, merci beaucoup pour le 45e mois de sub, merci beaucoup, merci Rictus pour le 42e mois également, Audrey pour le 13e mois de sub. La période Valo aussi, c'était pas triste aussi. Hein. On n'a pas réussi à sauver tout le monde hier? Non, non, désolé. Mais en vrai, c'était rigolo. Mais en fait c'était rigolo parce que c'était une phase et que la Zilan, c'était une période de training qui était un peu particulière. Et je savais que ça allait prendre fin au moment où la Zilan allait se passer et s'arrêter. Donc, ok. Mais en fait, faire ce rythme à l'année, moi, j'en suis incapable. Si je vais me coucher trop tard et que du coup, je me lève tard, par conséquent, parce que bah, du coup, tu as besoin d'heures de sommeil, tu vois moins le soleil. Et moi, ça a tendance à me déprimer, mais genre à une vitesse. Il y a eu des streams Baldur's Gate 3 qui se sont terminés au-delà de 2 heures. Ah oui, non, mais c'est rare, mais c'est pas... C'est arrivé plusieurs fois, ouais. Hier, on a fini à 2 heures, je crois, un truc comme ça. Oui, voilà. Ce qui est bien avec la Zilan, c'est que c'est cadré dans le temps. C'est une période intense mais limitée, exactement. Mais faire ça à l'année, moi j'ai une espèce de discipline, mais qui va vous faire rire, parce que pour les gens qui se couchent à 22 heures, vous allez vous dire c'est lunaire, mais en même temps... Du coup, bah, techniquement, je travaille le soir, même si, bon, c'est un métier très chill, mais ça reste mon taf, donc forcément, je suis en décalé. Attendez, il faut que je tousse. Où est-ce que j'allais avec cette idée? Par contre, il y a des horaires que je ne dépasse jamais en termes de lever, sauf si je suis très malade. Sauf si quand je suis en crise d'endométriose, par exemple, je suis vraiment en mode je dors quand je peux dormir et je m'en fous de mon rythme, c'est pas grave parce que ce qui compte c'est la douleur et la gestion de la douleur et le sommeil m'aide à la gérer, donc tant mieux. Mais sinon c'est mort quoi. C'est badant quand tu te couches avec le soleil qui se lève. Ouais, franchement, les fois où ça m'arrive... En fait, ça me dérange pas si c'est des soirées avec des potes. Si c'est des soirées avec des potes, je me dis waouh putain, on s'est tellement amusé, on a tellement passé un bon moment qu'on n'a pas vu le temps filer et le soleil se lève et du coup bah techniquement si t'as fait la fête jusqu'à aussi tard, c'est que tu vas pas travailler le lendemain, donc ok. Les soirées c'est très cool. Si juste t'as un peu veillé tard, soit parce que t'étais en train de game, soit parce que t'étais en train de faire un truc créatif ou quoi, là je suis un peu en mode pas ouf ça. Coucou Vras, tu vas bien? Quand c'est avec les potes, c'est différent. Vraiment, la limite pour mon sommeil, je vais pas me coucher quand il fait jour. Ouais, bah moi, l'autre jour, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps. Bah, j'étais en train de finir Dawn Trail. J'étais en train de finir Dawn Trail, la dernière extension d'FF14, et j'ai vu le jour se lever. Là, je me suis... Surtout qu'en plus, quand c'est comme ça, je sais que mon réveil, il sonne dans pas archi longtemps parce que je veux pas faire une nuit complète derrière pour pas me décaler à l'infini, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le 27e mois de sub. Merci beaucoup. On a sacré mon fils à la cathédrale de Reims aujourd'hui avant de retourner à la maison. Il a adoré, il a dormi. Ou alors il y a les insomnies aussi. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps de faire une insomnie jusqu'au petit matin où vraiment je voyais vraiment le soleil se lever. Et tu sais, c'est vraiment très badant quand vraiment tu t'es couché pas si tard que ça. Et tu tournes dans ton lit et tu t'es relevé, tu t'es recouché, etc. Et là, tu vois le soleil filtrer à travers le rideau et t'es en mode... Aïe, aïe, aïe.
Ça me stresse au bout d'un moment. Bah, les insomnies, c'est stressant en vrai. Le mood, ça te casse l'ambiance de la journée du lendemain en plus. Généralement, si je me couche tard et que je sais que je me suis vraiment couché tard et que j'ai abusé, je sais que le lendemain, je vais me lever très tard. Et en fait, je suis d'emblée, genre dès le réveil, je suis très déprimée et je passe une journée un peu shitty. C'est pas rare que je ne stream pas ces jours-là d'ailleurs. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de ne pas vouloir streamer parce que j'étais dans un mauvais mood, notamment parce que je m'étais levée à un horaire que j'estimais trop tardif et du coup ça me met dans un mood de merde quoi. Du coup je me dis autant prendre que des décisions merdiques aujourd'hui et rester dans mon mood de merde. Oui, je ferai un récap, Mux, quand on passera sur le jeu. Je veux pas spoil les gens qui viennent juste pour le just chatting et qui partent pour Baldur's Gate. Envie de bouder, oui, c'est vraiment ça. Hein. Par contre, des fois, t'es tellement à la chasse que je bosse super bien sans stresser ni se prendre la tête. Ouais. Moi, ce qui m'embête, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis incapable de me coucher avant minuit, même quand j'étais dans des tafs qui étaient beaucoup plus classiques, avec des horaires beaucoup plus classiques, et là, d'autant plus maintenant. C'est-à-dire que le créneau 23h, 2h du matin, c'est genre mon préféré de la journée, où je trouve que soit je travaille extrêmement bien, genre le nombre de fois où j'ai fait de la compta à cette heure-là, et genre j'étais trop efficace, et j'ai des trucs qui m'auraient pris en temps normal, genre 2h, 3h, c'était plié en 45 minutes ou des trucs comme ça, c'était génial. Donc soit je travaille extrêmement bien, soit je suis beaucoup plus créative, et là les dessinateurs, je sais que je suis pas la seule, parce que j'ai vu des mèmes là-dessus, donc je pense que je suis pas la seule. Il n'est pas rare que quand je dessine tard dans la nuit avant d'aller me coucher, je dessine mieux que le reste du temps. Et du coup, comme je sens que, tu vois, il y a un truc, tu vois, genre, de toute façon, tous les créatifs, c'est toujours pareil, il y a des moments où tu sens que t'es dans un espèce de bon mood et que t'es un peu meilleur que d'habitude et tu sais pas pourquoi. Du coup, t'as un peu envie de l'exploiter. Et c'est pour ça que j'adore ce créneau-là et que j'ai du mal à me coucher avant, c'est que j'ai l'impression que c'est un temps où je suis tellement efficace. Je suis tellement efficace et j'arrive tellement à faire ce que je veux faire, que ce soit sur l'aspect pro ou perso, que j'ai pas envie de gâcher ce moment-là à dormir. Je me dis, je peux dormir après, quand ce sera terminé. C'est comme si j'avais un buff, en fait. C'est comme si j'avais un buff et je sais que sur les coups de 2h30, 3h, il va disparaître, donc autant en profiter, quoi. La période minuit, 7h du matin, je deviens de Vinci. Du coup, j'ai pas envie d'arrêter, c'est terrible. Bah, je savais qu'il y avait des gens à qui ça allait résonner. Hein. Pareil pour l'écriture de mon côté, le créneau de minuit, 4h. Voilà, c'est ça. La nuit, tu as 0 perturbation, genre notification de tel, ça va être bien. Ouais, tout est plus simple. Mais après, je vous conseille un truc. Hein. Vraiment, hein, sur les téléphones, il y a un truc qui est important. C'est de faire ses profils... Alors attendez, parce que je veux pas que vous voyez mes notifs. Hop. Vous savez, je suis sur Apple, donc voilà, donc vous aurez pas forcément la même chose. Regardez ma coque, elle est trop mignonne. Regardez mon téléphone, il est trop mignon. Mon fond d'écran n'est pas adorable. Bon bref, si vous tirez là-haut, là, vous avez des profils de trucs là, vous voyez ? Ici, là, ne pas déranger. Et vous avez des profils de trucs, de notifications. Ça doit être pareil sur Android. Je vous conseille vraiment de setup ça. Parce que moi, j'ai des profils où justement, quand je suis en stream, je suis en ne pas déranger pour essayer d'avoir le moins de notifications possible. Ne pas déranger, c'est que les notifications qui doivent être extrêmement urgentes, qui filtrent, qui passent au-delà, que j'ai accepté. Parce que telle personne, quand elle m'appelle, je sais que c'est parce qu'il y a un problème ou ce genre de choses. Mais je vous conseille sincèrement de faire ça pour toute la journée, pour que le travail, vous n'ayez pas des notifications qui vous perturbent. Ou notamment, moi, si je suis en train de dessiner, justement, je veux qu'il y ait 0 notif et que ça ne me dérange pas. Et ça aide considérablement, je trouve, à gérer l'éparpillement global qu'on peut avoir quand on a besoin d'être concentré, quoi. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Et du coup, j'ai plusieurs profils. Il y en a un qui accepte vraiment toutes les notifications. Il y en a un où c'est vraiment le minimum de notifications, les trucs extrêmement urgents, etc. Ton Apple Watch suit tes habitudes de sommeil? Oui, mais l'outil sommeil de la montre, il est un peu approximatif en réalité. Hein. Il est un peu approximatif. Il y a des fois où il considère que je dormais alors que j'étais juste en train de chill dans mon lit, tu vois.
Quand j'écrivais mon mémoire de master, je faisais la nuit jusqu'au petit matin. À un autre moment de la journée, j'étais incapable d'écrire une seule phrase. Bah moi c'est ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis jamais couchée très tôt et que j'ai pas un profil à me coucher très tôt. Et je pense que ça n'arrivera jamais et c'est pas grave quoi. Cela dit, quand je dois me lever très tôt le matin, je suis très heureuse aussi quoi. Mais en fait, parce que le mood du matin, très tôt, il est un peu pareil que celui de la nuit. Parce qu'il y a plein de gens qui dorment, du coup t'es peu dérangé. Tout est très calme dehors, mais t'as le soleil, t'as les oiseaux, c'est quand même un peu agréable aussi. Ouais, si vous avez une montre, vous pouvez régler ce qui va dessus. J'ai gardé que les messages et les mails par exemple. Ah, moi j'ai même pas les mails moi dessus. J'ai même pas les mails. Moi j'ai WhatsApp. J'ai WhatsApp, les messages. Qu'est-ce que ça m'envoie d'autre? J'ai mis le minimum possible parce que j'ai pas envie que ça vibre en permanence à mon poignet quoi. De toute façon, ces notifications, c'est un truc qui est extrêmement important à gérer parce que le nombre de fois où je vois des gens qui ont des notifications sur leur téléphone et genre des notifications qui sont genre... C'est pas que je lurk, hein, c'est des fois on me montre, tu sais, on te montre ton téléphone et tu vois une notification et tu te dis mais ça n'a aucun intérêt d'avoir cette notif, tu vois. Vraiment, ça n'a aucun intérêt et c'est juste ça parasite quoi. Donc moi, le premier truc que je fais à la moindre application que j'installe à nouveau, c'est vraiment regarder ce que ça m'envoie comme notif et essayer de tout désactiver au maximum. Les notifs YouTube, bah, par exemple, moi, avoir une notif qu'il y a une vidéo qui est sortie, je m'en fous, c'est du bruit en fait. J'irai voir, j'aurai l'information si j'ai envie de la voir en fait. La barre remplie en haut sur les téléphones des gens, ça me rend anxieux pour eux. Tout est en silencieux ici, sinon je pense que mon téléphone va vibrer en continu pour le boulot. Bah ouais, hein, c'est clair. Bah par exemple, vous voyez, je vais vous prendre un exemple typique. Un exemple typique de mon niveau de notification et de ce que j'ai filtré. Je n'ai aucune notification de Discord sur mon téléphone. Aucune. Aucune. Même pas les messages privés. Je n'ai rien de Discord parce que sinon ça vibrerait en permanence. Donc je n'ai rien. Je communique avec Vras, mon agent / manager, comme vous voulez, via Discord. Donc je ne vois pas les messages tout de suite. Mais j'estime que je suis suffisamment souvent sur Discord pour pouvoir les voir assez rapidement. Mais si jamais j'ai besoin, enfin Vras en tout cas, a besoin d'une réponse là, tout de suite, maintenant, il va m'envoyer une notification, enfin un message sur WhatsApp. Et là, WhatsApp, je vais le voir de suite parce que là, j'estime que WhatsApp, c'est vraiment important. Mais c'est vraiment le truc où il faut tout de suite une réponse, là, il faut que ce soit vu, quoi. Et en fait, créer ce niveau de hiérarchie de notification, c'est vachement important parce que du coup, t'as beaucoup moins de notifs et tu sais que si ton téléphone s'allume, c'est pour une bonne raison, quoi. Même pour les parties valo, Et non, sinon j'aurais une improductivité totale en fait. Si je commençais à avoir toutes les notifications Discord, bah, dès qu'il y a quelqu'un qui lance une game sur Valo et qui me propose, je le verrai de suite. Je ne bosse plus là, j'arrête tout. Notification de live de Florence, c'est important quand même. Oui. Dans les notifications de live, les notifications de stream, j'en ai quelques-unes sur quelques chaînes, ça dépend lesquelles. Mais j'en ai quelques-unes, mais pas tout. Pas toutes les personnes que je suis. Parce qu'il y a des gens que je suis et dont je regarde pas forcément le contenu de façon très régulière. Les notifications, de toute façon, il y en a beaucoup trop. Il faut faire vraiment le tri au maximum, je trouve. Hein. Des notifs de contenu chaud parce que tu peux moins le louper. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors le contenu froid, YouTube... Si, après, moi, ça m'arrange que vous ayez une notification YouTube pour aller voir la VOD direct, mais en vrai, est-ce que ça a vraiment intérêt? Est-ce que vous cliquez direct dessus? Je sais pas. La VOD Baldur's Gate, dans 2 heures, elle sera toujours là. Bon. Mon live, par contre, dans 2 heures, je serai toujours là. Mais pas sur la même chose. J'ai activé les notifs d'absolument tous mes applis. Mais je ne mets pas de son ou de vibreur, sauf pour les appels. Du coup, j'ai tellement de notifs que je les ignore juste parce que c'est 95% de flou. Depuis, je suis détachée de mes notifs. Oui, mais est-ce que, du coup, tu passes pas au travers de choses qui seraient vraiment importantes? Après, je vais pas vous faire genre, moi aussi, il y a des notifications que je loupe. J'ai essayé de délaguer au maximum mes notifications. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des trucs, des fois, qui floudent un petit peu et qui vont noyer d'autres trucs. Mais du coup, est-ce que tu loupes pas tout? Pour les miniatures et pour mettre un like. Ah, vous êtes mimes. Non, parce que les choses urgentes, j'ai activé du son. Oh.
pas une seule notif sur une seule appli. Sinon ça me trigger mon cerveau. Non, sans notif par contre je m'en sors pas du tout. Comme les gens qui ont l'icône Apple avec 2302 mails, ça me tilte de fou. Et avec 2640, tu te sens comment, Babi? J'ai 3 boîtes mail différentes. J'ai mon adresse mail pour les personnels, pour les trucs vraiment officiels, type impôts, type assurance, les trucs vraiment, tu vois, voilà. J'ai une adresse poubelle. J'ai une adresse poubelle sur laquelle je rentre dès que je veux faire une commande sur un site, typiquement tout ce qui va être Asos, tout ce qui va être, j'en sais rien, Sephora, ce genre de choses, voilà. C'est cette adresse-là. Comme ça spam. Bah, je loupe pas des mails des impôts ou que sais-je au milieu de tout ça. Et j'ai une adresse professionnelle. L'adresse professionnelle, comme c'est pas moi qui la gère, elle est nickel. Mais les autres... les autres, c'est autre chose. Mais non, mais en fait, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que je passe ma vie à me désabonner de newsletters pour encore en avoir, en fait. Genre là, je suis en train de scroll. Rien qu'aujourd'hui, j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mails sur la boîte poubelle, quoi. Et genre, je passe mon temps à les désactiver et ça se remet, en fait. C'est le coach. C'est le coach. Mais je fais un tri régulièrement, sinon j'en aurais beaucoup plus. J'en ai 4 perso et admin, une poubelle, une jeu vidéo. Une jeu vidéo, ok. Une de mon école que j'ai fini et je nettoie tout, genre je me désabonne et tout. Pas du tout Zinedine Tisane. Attends, mais il y a 2 Zinedine Tisane en fait. What? Oh, on a 2 Zinedine Tisane dans la communauté? Moi, le souci, j'ai 2 boîtes mail, une boîte perso et une boîte poubelle. Le souci, c'est que j'ai plein de spam dans mon adresse perso et aucune dans mon adresse poubelle. Oui, parce que ça scanne les... C'est pour ça que moi, dans mon adresse sérieuse, il y a quand même des spams au milieu de tout ça. Parce que je crois que ça te... C'est pas du phishing, je sais pas si c'est le bon terme. Mais des fois, ça prend ton adresse mail au pif et ça a pas pris la bonne, tu vois. Vous voyez? Merci Captain, merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Merci Sharna pour le 47e mois. Ron Liliane pour le 28e mois. Vota Corsa pour le 11e mois. Logan pour le 21e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'est pas du phishing. C'est pas le mot que j'ai. Mais quand on te vole, quand on t'inscrit sur une newsletter, tu t'es juste baladé sur un site et ça a récupéré ton adresse mail et ça t'a mis sur une espèce de newsletter. Du data breach, c'est quoi? Tu reçois les mails des réseaux sociaux perso par exemple? Non, ça j'ai essayé de désactiver ça. Du spam tout simplement? Je cherche un terme plus précis. Ah oui, c'est totalement une infraction au RGPD, ça c'est sûr hein, par contre. Hein. Oh comment t'es beau toi! Oh t'es beau! La musique va trop bien avec l'image. Ça matche trop bien. La musique matche trop bien avec ce qui se passait à l'écran. C'est beau. Oui, tu le sais. Oui. Il est bien. Il est bien. Il est posé. Trop beau mon bébé. C'est vous le fond d'écran de l'iPhone?
Son coussin est extrêmement confort. Je me suis déjà assise dedans et c'est très confortable. Ah non, mais on se fout pas de lui. Écoutez, quand t'as un animal, tu vas lui acheter de la qualité. Le dernier panier que je lui ai acheté... Ah, fallait me voir dans le magasin en train d'appuyer sur tous les coussins en me disant non, ça c'est un peu trop mou et tout. Ça va toucher le carrelage, ça va pas être agréable. Non, je cherche vraiment un truc molletonné. Et puis je sais qu'il aime bien quand il y a un petit rebord, donc je vais lui prendre avec un petit rebord parce qu'un coussin tout simple... Oh, la folle au chien, vraiment. Hein. La folle au chien. Pire que les matelas. Je pense que j'ai passé plus de temps à choisir le panier d'Oliver que mon matelas, ouais. Pas mieux de l'emmener avec toi pour qu'il teste le coussin. J'ai hésité la dernière fois. Bah j'ai hésité justement, mais je l'ai pas fait. Mais je peux vous dire que le coussin a été très vite adopté. Hein. On ne fout rien. Mon chien a un meilleur matelas que moi. Il y a un tips que j'ai lu une fois que j'ai trouvé génial. Si vous n'avez pas des chiens destructeurs et que vous avez un grand chien mais qui n'est pas spécialement destructeur avec ses coussins ou genre de choses, en fait il vaut mieux acheter des matelas pour bébé plutôt que des coussins. Ça revient à moins cher et c'est plus qualitatif. Voilà. Les petits coussins pour lit de bébé et tout, c'est plus confort. Vous voulez pas un deuxième chien? Si, j'aimerais bien, mais c'est des conséquences qui sont non négligeables, donc je suis pas prête de le faire encore. Non, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est deuxième chien égale... En fait, là, cette année, j'ai dû annuler plusieurs trucs parce que je pouvais pas faire garder Oliver. Et pour moi, c'est la condition sine qua non, justement, si vous voulez un chien et que vous savez pas si vous êtes prêt ou pas, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis prêt à annuler mes vacances parce que je n'ai pas réussi à faire garder mon chien et que je ne peux pas l'emmener avec moi? Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Si la réponse est non, il ne faut pas prendre d'animal. Là, j'ai dû annuler des vacances, du coup, que j'avais planifié depuis un petit moment, etc. et tout. J'ai fait sauter un concert aussi, pareil, parce que je pouvais pas faire garder mon toutou. C'est comme ça. Si tu veux pas ce genre de contraintes, faut pas prendre d'animal, tu vois. Donc, 2 chiens, ça veut dire 2 fois plus de problèmes de garde, parce que faire garder un petit chien, ça se fait. Faire garder 2 chiens, c'est encore autre chose. Et puis, ça va aussi forcément, lui, le changer et changer ma relation qu'il a avec moi, quoi. Tu annules pas tes vacances, tu vas dans un endroit avec ton chien? Bah, moi, en l'occurrence, j'avais réservé des vacances à l'étranger où je devais prendre l'avion, ce genre de choses, donc je pouvais pas, en fait, changer, quoi. Je pouvais pas changer, du coup, je suis juste pas partie en vacances, quoi. Et je sais même pas si Oliver serait content de ne plus être fils unique. Je sais même pas s'il serait content d'avoir un copain chien tout le temps. Y a pas de pension sur Montpellier? Non, je peux pas mettre Oliver dans une pension. C'est un chien qui est trop sensible et en fait, si je le mets dans une pension, en box, etc., il va rester prostré pendant 15 jours et genre, ce serait typiquement le chien qui serait capable de ne pas s'alimenter ou de très peu s'alimenter et très inquiet parce qu'il est pas avec moi, quoi. Donc je pourrais pas partir en vacances de façon sereine. Faut vraiment que je trouve un pet sitter qui le connaît très bien, avec qui ça matche très bien, qui va voir plusieurs fois avant que je laisse et que je fasse d'abord un test pour 24 heures, que je fasse ensuite un test pour un week-end, etc. etc. Oliver, il est exigeant, hein. Mintos, non. Il a 2 chats. Impossible. Impossible. Venu arriver à Montpellier? Ah ouais, pour de vrai? Non mais les gars. J'ai dû annuler des vacances dans le pays de mes rêves parce que je ne pouvais pas faire garder mon chien. Vous me faites des propositions. Vous vous doutez bien que j'ai déjà pensé à tout ça avant d'annuler mes vacances de rêve. Vous vous doutez bien que l'annulation était le dernier créneau, la dernière solution. Donc si je suis arrivée dans la dernière solution, c'est que je n'avais pas le choix.
C'était où mes vacances? C'était en Islande. C'était en Islande. Je le ferai un jour, hein. Mais voilà. T'as contacté tous tes contacts. Ah mais oui. Moi qui pensais que tu rêvais de campagne en campagne bulgare. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça m'aurait brisé le cœur d'annuler. Ah mais je vous inquiétez pas que ça m'a brisé le cœur. Vous inquiétez pas que ça m'a brisé le cœur, hein. Mais bon, t'as pas le choix. Je veux pas qu'Oliver prenne l'avion, donc j'ai peur qu'il prenne l'avion, j'ai peur qu'il ait un souci dans l'avion, ce genre de choses. J'ai peur qu'il soit en caisse pendant longtemps et qu'il arrive pas en même temps que moi et qu'il soit flippé, etc. Donc en ferry, non mais oui, mais les gars, à la base, quand j'ai pris mes vacances, je devais réussir à le faire garder. J'avais plusieurs options et toutes mes solutions sont tombées à l'eau pour des raisons très diverses et variées. Et j'allais pas passer en même temps d'un seul coup en mode allez, je prends le bateau jusqu'en Islande. En plus, ça va être long la traversée en bateau jusqu'en Islande, hein. Mais j'en parle parce qu'en fait, c'est souvent que je montre mon chien en mode ah, il est mignon, ah, regardez, c'est un amour, je l'aime trop, etc. et tout. Mais c'est aussi l'autre pendant négatif. Il y a plein de gens qui se seraient pas encombrés, hein, mais c'est lunaire à mes yeux, quoi. En train, sinon, ouais, en prenant un peu d'élan, ça peut le faire, je pense. Ouais, c'est une contrainte d'avoir un chien et en fait j'aurais pu trouver des solutions. En fait, j'aurais pu le laisser dans une pension ou ce genre de choses. Mais je sais que mon chien, je connais mon chien, je sais qu'il est vite anxieux et je sais que bouleverser ses habitudes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et j'aurais très bien pu partir en Islande, mais Oliver aurait été anxieux pendant 10 jours. Est-ce que je peux profiter de mes vacances en sachant que mon chien est resté en France et est malheureux actuellement? Non. La réponse est non. Donc je préfère annuler plutôt que de me dire ça, quoi. As-tu déjà la vidéo dans laquelle tu reviens sur l'adoption d'un chien? Non, mais faudra que j'en parle en détail un jour. De l'arrivée d'Oliver, etc. et tout, j'ai eu un gros moment de bad quand j'ai eu Oliver au tout début. Il faudra que j'en parle en détail parce que je pense que ça pourrait servir de ressource pour des gens qui peut-être adopteront un chien un jour, quoi. Non, impossible, j'aurais annulé aussi. Ouais, mais c'est ce que je vous dis, hein, c'est que si j'ai pris cette décision, c'est que je ne voyais pas d'autres solutions. Mais je me suis dit, ce voyage, je le ferai une autre fois, tant pis. En m'arrangeant autrement, etc. et tout, mais voilà. Mais si tu prends un animal, ça fait partie du package. Pendant ce temps, je découvre que Satine a grignoté son tapis de litière, du coup je donne un chat très peu servi. Oui, j'ai eu un dog blues, un puppy blues, Captain. Islande, d'Angleterre ou Danemark, ça se fait en bateau. Oui, mais ça se fait en bateau un peu plus à l'avance, je pense. Aller en Islande en bateau. Et surtout, combien de temps ça prend aussi? Aller en Islande en bateau. Partir en Islande en bateau. La musique me fait rire. Le trajet en ferry depuis des noms imprononçables. Une escale aux îles Féroé. Attendez, je vous partage le truc. Partir en Islande en bateau. Ça vient d'où déjà cette musique? Je vais vous dire. Ça vient de Earthbound. C'est une croisière? Non, c'est pas une croisière. Un ferry, c'est pas la même chose. Non, non. Bon, avant que je mette les pieds sur un bateau de croisière, la vache. Ça n'arrivera pas. Trajet en ferry sur le Norona. Mais je sais pas où c'est le Norona, moi. Si tu pars du Danemark, le 11, tu peux faire une escale aux îles Féroé pendant 3 jours et t'arrives en Islande 5 jours plus tard, après ton départ du Danemark. Sinon, tu peux faire en direct. Ça prend 2 jours quand même.
Le tarif dans ces scénarios est de 2400 €? Comment ça? Ah, c'est des démarches, hein. Après, c'est pour deux, hein. C'est pour deux, ils disent un véhicule loué, une cabine sans hublot avec 2 lits simples, petit déjeuner pour 2 adultes sans déjeuner, donc c'est pour deux. Mais ouais, du coup, ça te fait... Enfin, t'imagines le budget, quoi. Le monde entier se fait en bateau, mais c'est une logistique et une organisation énorme en plus du prix. Ouais. Ouais. Je sais pas si j'aurai le mal de mer. Bon bah voilà. Ah oui, techniquement tu peux toujours aller en bateau. Là j'ai des amis qui vont aller en bateau en Corse, sur un voilier, etc. et tout. Ça a l'air turbo stylé, mais c'est vachement cher par contre. Mais c'est turbo stylé. Mais ça fait partie du voyage à leurs yeux, tu vois. J'ai d'autres amis qui ont pris le ferry et c'est pas la même expérience non plus. En voilier, ouais. Ouais, j'ai une amie qui est vraiment giga écolo et qui veut plus prendre l'avion du tout et qui veut faire que des alternatives. Genre, elle rêve d'aller au Japon un jour et elle m'avait dit qu'elle voulait y aller par la voie terrestre, etc. et prendre un bateau depuis la Russie, je crois, pour aller jusqu'au Japon. Un voyage que tu fais sur 2 mois, peut-être un truc comme ça, quoi. Et du coup, elle voulait aller en Corse, mais pas en avion. Et du coup, elle va prendre, plutôt que de prendre un ferry, elle va carrément prendre un voilier. Genre, je sais pas, il y a quelqu'un qui propose des traversées sur un voilier en Corse, etc. et tout. c'est vraiment une expérience, c'est une idée qui est hyper chouette, mais ça veut dire que ça rallonge ton temps de trajet. Donc, ça dépend à quel point tu peux poser des vacances, etc. Et voilà quoi. Je trouve que c'est hyper stylé. Trop bien les voyages, je l'ai fait en Bretagne pour rejoindre Belle-Île. Ah, trop stylé. Franchement, ça doit être un super souvenir. C'est pas la même expérience, hein, totalement. Hein. Ils vont mettre combien de temps en voilier du coup? Bah, je sais pas. Je sais pas, elle me l'avait dit, mais je m'en souviens plus. Je sais même pas combien de temps le ferry il prend pour aller jusqu'en Corse. Ferry Corse depuis Marseille, genre vous le savez? Peut-être qu'il y a plein de gens qui ont dû prendre le ferry pour aller en Corse. Vous le savez? Ça prend 12 heures, c'est ça? Attends, j'ai des amis qui l'ont pris il y a genre littéralement 2 semaines. Ils m'ont dit et j'ai oublié quoi. Une nuit complète, ouais. Sachant que, du coup, j'ai vu que tu pouvais prendre un ferry pour aller jusqu'en Corse et que là, les chiens, ils étaient acceptés. Parce que là, vous me disiez, oui, t'aurais dû prendre un bateau pour aller jusqu'en Islande et tout machin. Donc déjà, on voit le budget, on se dit que non. Mais surtout, en fait, ça veut pas forcément dire qu'ils acceptent les chiens sur le bateau aussi. Hein. Travailler dans le voyage d'affaires, quand tu vois la quantité phénoménale de trajets en avion, parfois sur des courtes distances ou des allers-retours sur une journée, ça fait relativiser pour le voyage de loisirs. C'est rien à côté sur le trafic aérien. Ouais, je veux pas rentrer dans ce débat-là, mais je suis d'accord avec toi, Sam. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et oui, voilà, c'est ça. Selon la loi islandaise, les animaux de compagnie ne peuvent entrer en Islande que par l'aéroport de Keflavik et doivent passer 44 semaines en quarantaine absolue. Les lois islandaises en matière de prévention des maladies sont très strictes. Donc laisse tomber, c'est mort. C'est mort. C'était même pas envisageable de prendre Oliver en Islande en fait. En voilier entre Toulon et la Corse, c'est au max 24 heures. Je pensais que c'était plus long. C'est pour ça qu'il n'y a pas de moustiques en Islande, ils sont en quarantaine. La quarantaine, il n'y a pas ça aussi en Angleterre. Je sais pas, ça va dépendre aussi de l'état des vaccins aussi du chien, je pense. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de ça. Qu'est-ce qu'il y
Olivia, pourquoi tu pleures, mon amour? Parce que t'es pas parti en Islande. Mais t'iras jamais en Islande, mon bébé. T'iras jamais en Islande, mon amour. Il est inquiet parce qu'il a vu un chat dehors. Oliver n'apprécie pas les félins. Non. N'aime pas les chats, à mon grand drame. En même temps, c'est inquiétant. Ton rêve de visiter l'Islande, c'est plutôt pour faire de la full rando dans le glacier ou plutôt exploration en voiture tranquille? Les deux, je pense. Je pense que les deux m'auraient grave plu. En fait, ça dépend aussi à quelle époque de l'année tu y vas. Parce qu'il y a des endroits qui sont plus accessibles en termes de neige et ce genre de choses. Mais l'idée d'aller vraiment bivouaquer, etc. Sur quelques jours, ça m'aurait vraiment plu. Évidemment, dans le respect de la faune et de la flore, tu vas pas faire ça n'importe comment. Mais le truc de rêve, je trouve, c'est d'avoir une espèce de van aménagé ou un truc comme ça. Et de faire le tour de l'Islande, quoi. Et je pense aussi que ça vaut le coup aussi de rester du temps à Reykjavik et tout ça, parce que bah, forcément, comme j'étais sur le point de partir, je m'étais quand même un petit peu renseigné un minimum, même s'il y avait une partie que je voulais un peu YOLO. Et du coup, je voulais aussi passer du temps à Reykjavik, parce que Reykjavik a l'air très très mignon, quoi. Mais là, je comptais pas camper. Hein. Là, je comptais pas camper, mais franchement, l'Islande, je pense qu'il faut y aller... Je pense qu'il faut y aller plusieurs fois. Mais après, c'est vraiment mon pays de rêve, donc j'ai envie de faire plusieurs saisons et de vraiment bien connaître, quoi. Quand j'étais à fond dans la photographie, je n'avais qu'un seul rêve, c'était d'aller en Islande. Ouais, bah oui, forcément. Et Finlande, Norvège, je le ferais aussi, hein, c'est sûr. Hein. Mais là, juste, je m'étais décidée à faire ça, quoi. Pour le musée Reykjavik, bah en vrai, quitte à être en Islande, autant aller au musée de la bite, quoi. Moi, je suis désolée. Pourquoi pas y vivre une année? Ah non. Ah non. Ah non. Ça existe vraiment? Quoi? Vous savez pas? C'est hyper connu. Le musée du pénis à Reykjavik. Le musée phallologique islandais, excusez-moi. Qui est ouvert à Reykjavik. Alors, je sais pas si trop je peux vous montrer des images, donc on va éviter. C'est le musée du pénis. Voilà, c'est connu parce que c'est un peu rigolo, quoi. Mais du coup, il y a un musée de la bite à Reykjavik. Donc évidemment, bah, quand je me suis dit, vas-y, je vais partir en Islande, bah, je me suis dit, évidemment, je passerai au musée de la bite. C'est vrai que musée phallologique islandais, c'est quand même plus stylé que musée de la bite. Mais au moins, on comprend, tu vois. Le musée national des phallus. Le logo. Le logo, ça me termine. C'est un petit champignon, quoi. Oh non, mais quitte à être là-bas, en plus, je pense pas que ce soit un très grand musée. Visiteurs par an, 11 000. Ah, quand même, hein. Sachez que le site web, c'est www.phallus.is. Bon non, mais quitte à être là-bas, autant y faire un tour. C'est un must-have. Mais vous aviez jamais entendu parler de ce truc? C'est connu. Comme c'est un peu absurde et surtout, comme c'est la bite, les gens ils s'en souviennent, tu vois. « 11 000 visiteurs côté Boti Blagueur en vacances. »
Après, ouais, je serais curieuse de voir la gueule de la boutique du musée, effectivement, ouais. Mon salaire pour une photo avec la bite de baleine. La collection comprend plus de 200 espèces entières de pénis provenant de 46 espèces animales, dont 17 de cétacés, avec un impressionnant pénis de baleine bleue, 7 phoques et morses, un ours polaire, des rongeurs, renards et visons. C'est un must-have, hein. Non, mais c'est pour la culture. C'est-à-dire que mon rêve d'aller en Islande n'était pas spécialement pour me rendre dans cet établissement, mais quitte à être là-bas, autant en profiter. Vous aussi, si vous, voilà, si vous un jour vous allez en Islande, maintenant vous aurez ça dans votre tête, bien sûr que vous irez au musée de la bite. Faut tout faire hein, quand on va dans un musée, dans un pays. Hein. T'en faire d'une pierre deux coups quand même. Hein. On va pas mourir bête quand même. Quand j'ai visité la Grèce, il y avait des boutiques de souvenirs qui vendaient des sculptures de tubs en bois. Certains faisaient 1 mètre. Comment ça? Tesseract, tout va bien. D'une pierre de couille. Bonsoir, ça parle de quoi? On parle de la situation géopolitique en France qui est vraiment... On parle en ce moment de... Oh là là, Macron, hein. Pouah, ouf. La situation, ça part en couille, dis donc. Hein. Ah là là. C'est un peu comme le musée de la torture à Amsterdam. Tu ne sais pas trop pourquoi t'y vas, mais t'y vas. Il y a un musée de la torture à Amsterdam? Ah, il y en a un à Carcassonne apparemment aussi. Peut-être pas en fait. Musée de la torture à Amsterdam. Je savais pas, mais j'ai très envie maintenant. Pourquoi je suis... Ça s'appelle Torture Museum. On avait fait en italien un musée de la torture très cool. Enfin, cette phrase, elle est vraiment bien quand même. Hein. Il y a un musée de la torture aussi à Prague, mais en même temps, ça va tellement attirer les touristes. Regardez, est-ce qu'on n'a pas envie d'y aller là? Mais après, j'avais déjà fait des trucs, une exposition de torture. Je crois que c'était quand on était allé à la forteresse de Montbazon. Je crois qu'ils nous avaient fait une visite guidée où ils nous montraient plein de trucs d'instruments de torture, justement. Carcassonne, c'est le musée de la torture et de l'Inquisition. Ah, bah ça me tente aussi, hein. J'en ai fait un à Saint-Pétersbourg, c'est d'un goût assez douteux. L'acquisition de tente aussi, bravo la gauche. Votre historique de chat, il est bien là. Hein. Votre historique de chat, il est vraiment bien. Non, mais après moi, j'aime bien les musées. J'aime bien aller au musée. Donc, j'aime bien les expos, etc. Peu importe le sujet. Après, si j'étais allée à Amsterdam, je suis pas sûre que ce soit le premier musée de la torture. Je suis pas sûre que ce soit le premier où j'irai, tu vois. Mais bon. J'aimerais bien Amsterdam aussi. Ce serait stylé d'aller à Amsterdam. En plus, c'est vachement plus faisable pour le coup. C'est quand même vachement mignon Amsterdam, quoi. Je sais pas si Rotterdam c'est sympa ou pas. Il y avait la TwitchCon là-bas. J'ai pas demandé à Bagzouille si Rotterdam c'est sympa. Vous êtes déjà allé à Rotterdam? Genre ça vaut le coup ou pas? Il y a tellement de musées hyper intéressants que ça me frustre d'être limité dans le temps quand je visite des endroits. Ouais, moi ce qui m'avait trop choqué la première fois que j'étais allée à Paris de ma vie... Bon, alors, j'étais une enfant bizarre parce que je crochais sur Laurent Romeshko. Mais l'un de mes rêves quand j'étais enfant, c'est d'aller au Louvre. Et la première fois que je suis allée au Louvre, je devais avoir 10-11 ans, je pense. Et j'étais trop en mode OMG, je vais tout voir, tu vois. Genre, je vais faire le Louvre, quoi. Oh my sweet summer child, tu fais vraiment pas le Louvre en une fois.
Tu fais vraiment pas le Louvre en une seule fois. Et surtout qu'au début, tu as envie de lire tous les panneaux et au bout d'un moment, tu passes, tu vois. Et j'ai vraiment pas tout vu du tout. Et je n'ose imaginer la frustration des touristes qui viennent à Paris pour une dizaine de jours, sachant qu'il n'y a pas que le Louvre qu'il faut aller voir en plus à Paris. Genre, moi, le musée d'Orsay, c'est un de mes préférés aussi. Tu dois faire des choix, quoi. Quel rapport entre Laurent Romeshko et le Louvre? Bah, c'est-à-dire qu'un enfant qui, à 10 ans, crushait sur Laurent Romeshko et avait très envie d'aller voir le Louvre, disons que j'hésite entre vieille personne et nerds un peu bizarre, tu vois. Enfin, j'étais un peu une enfant spéciale, quand même. Première fois que je suis allée au Louvre, c'était un mardi, c'était fermé. La classique. Moi, il y a un musée, j'arrive pas à me souvenir. Je crois qu'on a déjà parlé. J'avais fait un petit musée. Comme dans une espèce de demeure. Ça ressemblait pas vraiment... Enfin, c'était un musée, mais ça ressemblait à une maison dans laquelle les gens avaient vécu. C'est dans le 16e arrondissement de Paris, je crois. Si c'est pas dans le 16e, c'était dans le 15e, genre. C'est pas loin. Et c'était un peu impressionniste, mais pas que ça. Peut-être le musée Jacquemart. Je crois que j'en ai déjà parlé, en plus. Est-ce que ça me dit quelque chose? Je crois pas que c'était ça. Joli, cela dit, hein. Le musée Jacquemart. Jacquemart André. Mais ça, l'escalier... Enfin, ces pièces-là, comme ça, ma caméra est dessus, Florence. Ces grandes pièces comme ça, je suis pas sûre que j'ai vu d'aussi grands trucs comme ça. Je pense pas. Je pense que c'était un truc un peu plus petit. Après, c'était peut-être une collection privée qui était ouverte qu'un temps. Ce grand escalier monumental, je me dis, je m'en souviendrai. Musée de la vie romantique, non, c'était un nom dont je me souviens pas. Musée Moreau. Musée Moreau, ça me dit rien du tout. Il y a une seule photo. Musée Moreau, c'est dans le 9e arrondissement. Et il y a cette photo avec l'escalier, quoi. Musée du parfum Fragonard, sympa aussi. Musée Camondo, putain, mais en fait, une fois, on l'avait retrouvé, je crois, et j'ai oublié, j'arrive pas à me souvenir de ce musée que j'avais fait. Camondo. C'est où? 8e arrondissement. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. Et si je tape musée dans le 16e? Musée 16e arrondissement. Ah, je pense que je l'ai retrouvé. Musée Marmottan Monet. Je pense que c'était ça, en fait. Il est dans le 16e? Le problème, c'est que le gars qui m'avait emmené dans le musée, c'était un de mes collègues et je lui parle plus. Donc je peux pas lui demander ce que c'était. Il s'en souviendrait, lui. Je crois que c'était ça, hein. Est-ce que c'était celui-là? Musée Marmottan. Ouais, mais ça fait pas maison. Ah si, remarque. Si seulement tu m'avais dit, c'est vrai, si je te l'avais dit, bah dis, tu t'en souviendrais. Non, je pense que c'était le musée Marmottan. Je pense que c'est celui-là, mais je suis pas sûre. En fait, il faudrait que je retourne sur place. Et je pense qu'en revenant sur place, je me souviendrai. C'est un truc qui avait un peu cette gueule-là. Hein. Putain, mais s'il y avait du Monet, j'aurais dû m'en souvenir quand même. Mais après, je vous ai dit impressionnisme quand même. Donc... Trop beau. Trop beau.
Non, je suis en équilibré, Exolide. Ça fait longtemps, tu peux pas me donner le nom du musée? Allez, salut. Je lui ai pas parlé depuis... Depuis 7 ans, depuis 6 ans, un truc comme ça. Ça, c'est le musée de l'Orangerie. Eh ben, merde. Non, mais ça, je l'ai pas vu. Ça, je m'en souviendrai. J'aurais pas oublié un truc comme ça. Bah, je sais pas. Voilà, je sais pas. J'aurais dû le dire à Badisk à l'époque. Elle s'en souviendrait pour moi. Merci Prentice, merci beaucoup pour le 3e mois de sub. Merci Protinux pour le 6e mois de sub. Jokay pour le 44e mois. Captain Redboy pour le 2e mois de sub. Charna pour le 47e mois. Merci beaucoup. Et après, il y a le à New York, il y a le MoMA là aussi que j'ai jamais fait de ma vie parce que je suis jamais allée à New York de ma life. Le Museum of Modern Art qui a l'air assez incroyable quand même. Ah putain, la nuit étoilée, il est au moment. Mais non, clairement, ça vaut le coup, ouais. Ça a l'air assez fou comme musée. Enfin, de toute façon, quand tu vas à New York, tu vas forcément dans ce musée, non? Je suis sûre que les gens qui sont allés à New York dans leur life, dans le chat, là, vous êtes forcément allés au MoMA, non? C'est un peu un passage obligatoire, comme si t'allais à Paris pour aller voir le Louvre, tu vois, non? Ma vie, pour le MoMA, je vois la nuit étoilée, mon tableau préféré. Putain, c'est pas mon Van Gogh préféré. Je l'adore, hein, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré de Van Gogh, j'oublie toujours son nom, en plus. J'oublie toujours son nom. Terrasse du café le soir, c'est ça. C'est lui mon préféré. Après, je m'en achète une réplique. Pas pourquoi. Pas pourquoi. Celui-là, je l'aime trop. Et le café, j'aime bien cette anecdote. Le café avait été racheté, avait changé en cours de route. Et maintenant, ça a été re-racheté et ils l'ont repeint comme à l'époque pour refaire comme le café de l'époque, quoi. Je veux pas l'original, je crois que c'est hors budget, hein. Van Gogh, faut aller à Amsterdam. Ouais, bah oui, bah, si j'allais à Amsterdam, c'est sûrement les musées que je ferais en priorité, quoi. Le musée Van Gogh, ouais. C'est soit le voyage en Islande, soit le tableau. Je sais même pas où est-ce qu'il est, celui-ci. Van Gogh terrasse le café le soir, est-ce qu'il est lieu d'exposition musée Kröller-Müller, qui est aux Pays-Bas. Auvers-sur-Oise, ouais. L'expo de balader dans Auvers-sur-Oise avec tous les trucs de Van Gogh, avec les spots, etc. C'est vraiment une balade que je vous conseille parce que je l'ai fait et j'avais adoré aller à Auvers-sur-Oise. Et en fait, il y a plein d'endroits où... Est-ce que je peux vous montrer? Parce que du coup, forcément, ils ont vachement misé là-dessus pour faire venir des touristes notamment et tout. Déjà, Auvers-sur-Oise est un village qui est très très mignon. Un village qui est très très mignon. Et en fait, il y a plein d'endroits où... vous avez... je crois que c'est accessible en transport en commun sans trop de difficultés en plus. Je sais pas s'il y a pas un RER qui y va, bref. Et vous voyez cette église, en fait, ils ont vraiment mis le tableau plus ou moins de là où Van Gogh s'était placé pour peindre. Et en fait, ça, c'est un exemple. Ah bah voilà, typiquement. Mais en fait, ils ont fait ça dans plein de spots d'Auvers-sur-Oise. Et du coup, ça te fait une petite balade à travers le village qui est vachement sympathique. Donc, et en plus, le village, il est vachement mignon, quoi. Enfin, on se croirait pas trop en région parisienne quand on voit ça, en vrai. Et donc, je vous conseille, voilà. Un petit dimanche, voilà, à la fraîche. Ah ouais, pas le quartier rouge, bizarre. Putain, s'il y a bien un endroit que j'ai pas envie d'y aller, c'est le quartier rouge à Amsterdam. Hein. Mais oui, c'est hyper touristique. Hein. C'est l'un des quartiers les plus touristiques d'Amsterdam, le quartier rouge. Mais c'est vraiment un truc que j'ai pas spécialement envie de voir. Ça me fait pas rêver, quoi. Alors que Auvers-sur-Oise, là, on est content. Là, on est bien, là. Grave mims. De toute façon, il faudrait un jour que je fasse mes vacances de daronne ultime, qui est de faire un road trip à travers la France pour aller voir les plus beaux villages de France.
je pourrais le faire avec Oliver. Château de la Loire, déjà fait quelques-uns, ouais, mais pas tous. Mais alors, celui qui m'a le plus marqué, j'ai oublié son nom parce que je suis pas rentrée dedans, je l'ai vu de loin. Et il traversait vraiment, il était au-dessus de l'eau, enfin, du coup, au-dessus de la Loire, je suppose. À moins que c'était un espèce d'affluent. Mais alors, lequel c'était? Je suis trop nulle pour les reconnaître, les châteaux de la Loire. Je suis trop dure. Je suis trop nulle. Est-ce que c'est le château de Chenonceau, peut-être? Vous avez raison. Putain, la culture du chat. Et on sent là que ça traîne chez Rayou, là, hein, ça. Ouais, c'était celui-là. Ouais, c'était celui-là. Et alors, je l'ai pas visité, mais je l'avais vu de loin et ça m'avait fasciné qu'on fasse un château sur l'eau comme ça. J'étais petite. J'avais vu ça, j'étais en mode OMG, c'est dingue. C'était à l'époque où je jouais beaucoup aux Sims. Je me suis dit, vas-y, je vais faire la même chose sur les Sims. C'est au-dessus du Cher, du coup? Mais les châteaux de la Loire, je n'ai jamais réussi à les identifier. Tu montres Chambord, je pourrais le confondre, je pense. Hein. C'est magnifique, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à imprimer. Je connais leurs noms, je sais plus ou moins les placer, mais... Chambord, il fait vraiment, princesse, je trouve. Princesse Disney. C'est vraiment princesse de fou. Ouais, je connais déjà Collioure, c'est trop bien ça. À 2 ans de Montpellier, tu as Collioure, plus beau village de France 2024. Collioure, trop mignon. On n'est plus du tout dans la Loire. Hein. Collioure, je vous conseille d'aller à Collioure si vous avez l'occasion un jour. Alors peut-être pas en haute saison, mais c'est un petit village qui est très coloré comme ça. Là. Qui est très mignon, j'y suis déjà allée plusieurs fois. Et c'est très mimes quoi. Très mime. Ça fait un petit peu, il y a un peu un côté 5 terres, je trouve, comme en Italie. Voilà, Collioure. Mignon, hein? Corde sur ciel aussi, je connais pareil, c'est trop beau, Corde sur ciel. On a déjà eu cette discussion il y a pas longtemps. Corde sur ciel aussi, déjà fait, hein, mais avec plaisir, je le referai. Petit village perché comme ça. Trop mignon. De nuit, c'est grave mimes aussi. De toute façon, colombage égale banger. Hein. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faudrait absolument que j'aille en Alsace. Hein. Grave mignon, hein. Rocamadour, bien sûr. Trop stylé cette photo. Discussion avait commencé sur l'heure du dodo. Ouais, bah on fait des, écoutez, on fait des grands écarts, hein, comme d'hab. Hein. Et sans cirque la Poppy, ça me dit rien, ça. Sans cirque la Poppy. C'est mignon comme nom de bled. Sans cirque la Poppy, c'est où? C'est dans le Lot. Je suis pas sûre de l'avoir fait. C'est mimes. Sans cirque la Poppy, tu vis où à Sans cirque la Poppy? Trop mimes. Ah, j'aime beaucoup. Bah, de toute façon, après, quand il y a un bras de... Un bras de littoral qui passe à côté, là. Ah, putain, les falaises de fou. Très mignon. Très mignon. J'aime beaucoup. Ah, j'allais exactement te demander celui-là, Slim Fat. Le château des contes de fées, c'est le château de... en Bavière. J'adore ce château. Mais je me souviens jamais de son nom, mais je comprends mieux pourquoi. À chaque fois que je le retrouve, je me dis « Ah, c'est pour ça que je m'en souviens pas. » Oui, ce château qui est en Bavière, j'aimerais trop aller le voir, celui-là. J'ai pas fait LV2 allemand, vous m'excuserez. Lui, il fait vraiment château de princesse. Je l'aime trop, ce château. Trop beau. Incroyable. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi. La photo est belle de base.
C'est bon, t'as le soleil derrière, t'as une belle lumière, etc. Que je pense que je me demande si le halo de lumière du soleil n'est pas rajouté d'ailleurs, parce qu'avec les ombres, ça me paraît bizarre. Pourquoi surexposer ton image? Pourquoi remonter un max les rouges, histoire que ça crache du sang, là? Vraiment, il y a plein de photos des bâtiments, enfin de bâtiments comme ça, où tu te dis, pourquoi en rajouter? Pareil, ça, je trouve que le post-traitement de cette image est dégueulasse. C'est sur le site officiel, en plus, on dirait. Beaucoup trop sursaturé, c'est dommage, non? Alors qu'une photo comme ça, là, bah c'est beaucoup plus joli, ça fait beaucoup plus naturel. Pour faire tape à l'œil, ça fait too much. Mais attends, mais t'as un putain de château qui a cette gueule-là, ça fait déjà suffisamment tape à l'œil, non? Pareil, là, les bleus, ils sont trop bleus et les verts, ils sont trop verts, non? Je comprends pas. En fait, toutes les photos de photographes pro repassent par Lightroom ou par Photoshop pour faire des retouches, ce qui n'est pas un problème, mais je ne comprends pas quand il y a des retouches qui sont vraiment anormales, genre vraiment bizarres, quoi. Genre pareil, là, c'est très très bleu, ça vraiment, ça tire trop sur le bleu, quoi. Pareil pour celle-ci, mais je crois que c'est la même que l'autre. On peut pas avoir une photo, genre, avec du goût? Une photo de ce château, mais genre... Ça, c'est déjà une meilleure retouche, déjà un peu. Et encore que je trouve ça trop sursaturé sur les bleus, quoi. Vraiment, c'est impossible de trouver une photo qui crache pas du sang, hein. Quelle saturation sur la photo? Oui. Bon, vous voyez bien le problème, vous êtes d'accord avec moi? Là, on est mieux déjà. Là, il y a clairement un traitement qui a été fait sur l'image, évidemment. Mais déjà, on est sur un truc qui est plus joli quand même. Oh, c'est mon combat. Et là, on est en HDR. Allez, let's go. Alors là, ça, c'est vraiment le summum du mauvais goût, je trouve. La photo, ta photo, elle est bien de base. Pourquoi tu gâches tout avec des filtres comme ça, là? C'est quoi HDR? Ah putain, on a déjà eu ce débat il y a pas longtemps, mais alors mon combat c'est contre les filtres HDR. Je déteste l'effet HDR, je vais vous montrer. L'effet HDR, c'était un truc qui était vachement à la mode à un moment donné en photo. Et en gros, c'est des réglages photo qui vont avoir tendance à sursaturer l'image et à rapprocher, à redonner de la netteté à l'image aussi. Donc tu pousses la réglette de la netteté à fond et en fait ça fait un espèce un espèce de rendu un peu étrange et en fait ça se remarque assez facilement parce qu'il y a un espèce de halo blanc en général autour du sujet. Il y a un espèce de halo blanc et du coup ça fait un traitement qui est souvent un peu dégueu parce qu'en fait le traitement HDR est pas une mauvaise idée mais en fait les gens poussent trop les réglettes à fond. Vous voyez? Là c'est trop petit et plus petit de l'image encore c'est possible. Mais c'est tout petit mais vous voyez l'idée? C'est qu'en fait bah ça fait bizarre, ça fait bizarre. Non, mais plus dégueu encore l'image là? Voilà, et c'était très à la mode à un moment donné, on en voyait partout du traitement HDR, on en voyait vraiment partout. Vous voyez quand je vous dis qu'il y a une espèce de halo blanc autour du sujet? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait un traitement, ça fait un peu... Ça fait bizarre, j'aime pas. En fait, je trouve ça daté en plus. Ouais, tu combines plusieurs expos, etc. J'étais dans le droit, bite ou doigt. Là, c'est un traitement HDR qui est pas si mal. Parce qu'à la base, la HDR, c'est aussi pour régler les niveaux d'exposition. Parce que des fois, c'est compliqué d'avoir ton premier plan qui est bien exposé, ton sujet principal qui est bien exposé et ton arrière-plan. Vous savez, des fois, vous prenez des photos de bâtiments où en fait le ciel il rend vachement blanc, mais ton bâtiment il est bien. Et si tu prends le ciel, dans la bonne exposition, ton sujet il est trop assombri. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est une combinaison des deux, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, mais avec des réglages mal faits.
effet souvent utilisé pour boost le contraste de couleur. Ouais. Il y a un stade qui est vraiment trop abusé, genre... Cette photo est bien de base. Celle de gauche est bien de base, mais je suis d'accord qu'il lui manque un truc. Rajouter de la netteté et rajouter de la saturation sur cette image-là, c'est pas une mauvaise idée. Mais est-on obligé d'arriver à des extrêmes pareils comme sur la droite? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce n'était pas nécessaire, je ne pense pas. Un poil moins et la photo a été chouette, quoi. Voilà, c'est un poil too much. Bon, forcément, je vous montre des exemples aussi qui sont trop vénères, vous voyez. Mais en fait, il faut vraiment un juste milieu entre les deux, quoi. Là, c'est vraiment... Franchement, je vais dire un truc méchant, je suis désolée. J'ai vraiment l'impression que c'est les tableaux que tu vends à Jiffy, tu vois. Vous savez, les trucs que les darons, elles mettent dans les toilettes, là. En 3 parties, tu sais. Laissez-moi, j'ai des combats, d'accord. Il y a un autre truc qui m'énerve, tiens, on va en parler, maintenant. Il y a un truc qui m'énerve, c'est la désaturation partielle aussi. Alors ça, oh là 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 là. Oh, comment je suis énervée. Ah. Oh non. Oh non. Oh non, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. La photo, elle était sympa. Pourquoi faire la désaturation partielle? Là, alors là, c'est cauchemar. Là, je suis désolée pour ce couple de jeunes mariés, mais là, c'est cauchemardesque. C'est là, j'ai envie de mourir. Non. C'est plus trop à la mode. Dieu merci. Dieu merci, il en a fallu du temps avant que les gens reviennent à la raison et de se dire que non, les taxis de New York est jaune au milieu d'un fond d'écran noir et blanc, c'était pas spécialement joli. Et là, en plus, on combine tout. HDR plus désaturation partielle, le cauchemar, en fait. Pardon, j'ai des combats. Je vous prie d'être respectueux de mes combats. Plus le fisheye. Le fisheye, ça dépend, mais... Valérie Damido, elle en mettait partout dans les chambres d'ado, effectivement, sur DNCO. Hein. Le sépia, on en pense quoi? Ça dépend. Non, le sépia, je suis pas spécialement contre le sépia. Ça va. Il y a des colères saines. Le full noir et blanc, si, c'est sympa le full noir et blanc. C'est très sympa le full noir et blanc, mais faire un joli noir et blanc, c'est pas facile. Pour réussir à doser à quel point tu mets du blanc, à quel point tu mets du noir, et à quel point tu trouves un équilibrage entre tes valeurs. Et ouais, vous savez le problème que tout le monde se fout de ma gueule quand je dis ça, mais la désaturation partielle est littéralement l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas aimé Sin City. Le film. Ça m'a trop énervé. Ouais, quand même. L'histoire joue un peu aussi. Non mais il y a un problème dans l'histoire de Sin City de toute façon. Il y a vraiment une histoire, je la trouve mais glauque as fuck. En bref, j'aime pas ce film quoi. Je sais même plus qui c'est qui l'a fait Sin City. Il y a Taka qui serait là, et il aurait pu intervenir de suite. Frank Miller, ok. Frank Miller ou Robert Rodriguez, je sais pas, apparemment ils sont deux, non? Je sais pas. J'ai pas aimé ce film. J'ai pas aimé ce film. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi en photo qui m'énervait? Non, c'est tout, je crois. Déjà pas mal. Mais bon, la désaturation partielle, on voit plus trop. Ah, Miller, c'est comics, pardon, my bad. My bad. Il y avait un effet photo aussi qui était sympa par contre, mais j'ai oublié son nom. On l'a beaucoup vu à un moment donné, donc on a un peu saturé. Il y a un effet photo qui donne un effet maquette, mais sauf que c'est pas une maquette. Est-ce que ça vous parle? Le tilt shift. Oh putain, c'est trop fort. Tilt shift. Ça, c'était un peu rigolo. Les premières fois que j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est fou. Le tilt shift, c'est une méthode
de prise de vue. En gros, tu vas flouter. Tu vas faire en sorte que ton premier plan soit très flou, ton arrière-plan soit très flou et saturé pour faire comme si c'était une maquette, sauf que ce n'est pas une maquette. C'est vraiment des gens avec des vraies voitures. Chelsea, je sais pas, j'ai un doute. Mais non, ça a l'air d'être... voilà. Pour faire un petit peu comme si tu prenais une photo un peu en mode macro, quoi. Vous connaissiez pas? Je trouve ça vraiment très marrant comme effet photo. Donc ça, c'est vraiment, normalement, ça doit être Paris en plus. C'est vraiment une photo de Paris. Du Paris qu'on connaît. C'est pas une miniature, mais avec un effet miniature. C'est rigolo comme effet, hein. Et ça demande vraiment d'avoir un flou devant, un flou derrière pour faire comme si c'était très zoomé en mode macro et de remonter la saturation pour que... comme sur les maquettes, quoi. La première fois que je suis tombée là-dessus, j'étais en mode « Ah, c'est dingue !» Celle-ci est moins bien faite en tilt shift, celle-ci, je trouve. Mais genre ça marche de fou, quoi. Ça marche de fou. C'est pas une maquette. Voilà. Voilà, bon, moi, si vous connaissiez pas pour votre culture, la méthode du tilt shift, qui est... En fait, c'est un truc de photo où tu vas t'amuser, mais tu vas pas forcément faire tout ton style ou quoi. Et surtout que il y a vraiment eu un moment où c'était vraiment grave à la mode et on a un peu sursaturé de ça. Enfin, en tout cas, ça dépendait si vous traîniez dans les cercles de photos, mais à un moment, je traînais dans les cercles de photos. Et en fait, il y a eu un moment où on voyait plus que du tilt shift dans tous les sens parce que tout le monde était très séduit par cette méthode. Et voilà. Trop marrant, en vrai. Trop marrant. C'est encore pas une miniature, quoi. Tu fais de la photo? J'en ai fait, mais j'en fais plus et à mon grand regret. Ah, il y a un épisode de Love, Death and Robots sans tilt shift. Ah, je savais pas. Créer dans des cercles de photos, c'est bobo. J'ai rarement vu des milieux plus prout-prout que... et plus pédants que les cercles de la photo. Et pourtant, j'étais allée sur Sens Critique dans mon passé, donc je pensais que j'avais touché, mais non. Non, le monde de la photo, c'est quand même vraiment quelque chose, hein. Sauf la photo animalière, ouais, ça dépend, hein. Ça dépend. Mais le monde de la photo, c'est un peu spécial parce que t'as beaucoup de gens qui sont quand même très très pédants. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent plus au prix de leur matos que à la technique. Moi, il y a un autre truc, il y a un autre type de photographe aussi qui m'énerve. Peut-être moins le cas qu'il y a quelques années, mais il y a des gens qui sont extrêmement doués juste avec ceci. Parce que maintenant, vous avez aussi tellement de réglages qui sont possibles avec les téléphones. Vous avez tellement des bonnes qualités d'objectifs que maintenant, avec un téléphone, on peut faire des photos qui sont vraiment cool. Que vous n'allez pas tirer, évidemment, pour en faire des affiches sur des pubs de métro ou ce genre de choses, évidemment. Mais avec ceci, c'est déjà une très bonne chose pour faire de la photo parce que la photo, plus que ton matos, c'est vraiment ton œil et ta créativité et ta façon de te positionner et de placer ton objectif et de faire tes réglages qui va faire la différence plus que savoir si t'as un matos qui est d'une valeur de 5000 balles. Et il y avait beaucoup notamment de jeunes qui utilisaient leur téléphone pour faire des photos et qui recevaient beaucoup de mépris de la part des photographes qui avaient des gros objectifs avec des gros réflexes, etc. et tout. Et je trouvais ça vraiment très con, quoi. Je trouve ça vraiment idiot. Tu peux pas faire autant de choses qu'avec un réflexe, avec un objectif interchangeable et tout. Évidemment, le prix du matériel n'est pas le même, etc. La technique n'est pas le même. Tu n'as pas une versatilité en termes de focale avec ça, comme avec un objectif de la focale que tu veux. Mais pourquoi? Enfin, il y a un vrai gatekeeping dans les photographes qui m'agaçait un petit peu. C'est peut-être un peu moins le cas maintenant. Peut-être un peu moins le cas, mais ça m'avait beaucoup agacé. Ça a pas mal changé, ça je crois. Maintenant, c'est beaucoup plus le meilleur appareil, c'est celui que tu as entre les mains. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai.
Les vrais photographes sont sur de l'argentique. Ah, il y a aussi les bandeurs de l'argentique qui considèrent que si tu fais du numérique, c'est pas un vrai photographe. Si tu ne sais pas utiliser développer tes propres photos, tu n'es pas vraiment un photographe. Il y a aussi cette caste-là aussi, qui m'agace aussi. Mais c'est bon, c'est pas mon milieu. Ah oui, il y a aussi le sacro-saint mode manuel. Si tu prends la moindre photo en mode automatique, tu n'es pas un vrai photographe. Quand j'avais fait des photos à l'Ascension, j'avais pu pas mal discuter avec Pakou qui faisait tout sauf du gatekeeping et nous expliquer des tips, c'était trop bien. Trop mimes. Non mais vous en avez... Enfin, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont photographes justement par passion ou qui sont dans ce métier. Et si c'est des potes, c'est que j'estime que c'est pas des gens comme ça. Et forcément, hein, c'est des clichés un petit peu que je donne, mais sur l'ambiance globale, c'est elle qui m'en parle le plus aussi. Mais t'as quand même des gens qui sont très sympas dans le Star. Hein. T'as quand même des gens qui sont très gentils et qui veulent pas et qui sont très encourageants et tout. C'est pareil pour les dessinateurs aussi de toute façon. Hein. Tiens, il faudrait qu'on passe sur le jeu parce que ça fait 2 heures que je suis en live et qu'on n'a toujours pas touché à Baldur's Gate 3. J'aimerais bien faire un live dessin de ces 4 mais je sais pas quand. Parce que j'ai eu la chance qu'on m'envoie une tablette graphique qui se branche sur le PC. Jusqu'alors, je dessinais avec mon iPad et on m'a envoyé une tablette graphique et j'aimerais bien faire une session dessin. Dimanche, il faudrait faire Elden Ring en vrai. Mais je sais pas ce que je fais parce qu'en ce moment je fais que des études et je fais pas d'illustration complète quoi. Mais il faudra qu'on fasse ça un de ces 4. Voilà, en parlant de dessin. Je joue Elden Ring avec la tablette effectivement, ouais. Une matinale dessin, non. Écoutez, on a commencé ce live. On a commencé ce live en parlant de notre rythme de sommeil. Clairement, la matinale, voilà. Hein. Beaucoup de photographes ont des besoins de compenser avec un gros appareil. Moi, je pense qu'il y a un truc comme ça, ouais. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Une matinale genre à 14 h, quoi. En parlant de sommeil, je vais me coucher. Bonne nuit. Non. Non. On est vendredi. En juillet. Même pas complètement nuit encore. L'EHPAD, ça bosse demain, courage. Courage. Bon allez, on passe sur le jeu. On passe sur le jeu. Je voulais encore faire un just chatting qui allait durer 30 minutes. Et puis bon, on connaît la chanson. Non, hier, j'ai réussi à faire 30 minutes, je crois, justement. Je ferme mes onglets. Alors, tilt shift. Hop là, le château de en Bavière, là. Saint-Cirque, la Poppy. New York, MoMA. Jellycat. Et on est bon. C'est bon. On passe sur le jeu. Je me suis levée depuis 4 h du matin, je vais pas tarder à me coucher. Putain, la vache. Bon bah, force à vous, hein. Force à vous, hein. Moi, je vais jouer à Baldur's Gate jusqu'à je sais pas quelle heure. Et ensuite, j'irai jouer à FF14. J'irai promener mon chien entre les deux et après, j'irai jouer à FF14. Merci beaucoup, Sanilko. Merci beaucoup pour les 150 bits. Merci beaucoup. Et Oliver va très bien. Et merci Moussicha, merci beaucoup pour le 23e mois de sub. Fidel Gastro pour le 3e mois de sub. Dark Soons pour le 2 ans, pour les 2 ans, merci beaucoup. Merci Zazou pour le 5e mois de sub. Volmog pour l'année de sub, merci beaucoup. Merci Dungeon Keeper pour le 26e mois. Drava pour le 42e mois. Prentice pour le 3e mois de sub. Protinux pour le 6e mois de sub. Jokei pour le 44e mois de sub. Captain Redboy pour le 2e mois de sub. Sharna pour le 47e mois. Et après, je crois que j'avais remercié tout le monde. Et la douche? Bah la douche avant d'aller dodo quoi. Pour dormir tout propre. Tu vois FF14, quel étrange passe-temps. Ah putain t'es sérieux, j'ai juré c'était toi tout à l'heure dans le train de la chasse, non? Quelqu'un a pris ton pseudo dans ce cas-là. Hein. Pire encore, il est dans mes amis parce qu'il était pas de la même couleur que les autres. Bizarre. Bizarre.
La douche à 3h du matin? Bah oui. Avant d'aller dormir, quoi. Toujours mon dilemme pendant l'été, c'est... La douche avant d'aller dodo, c'est bien, mais la douche le matin, c'est cool aussi, tu vois. Donc comment choisir? Trop chiant, Taka qui vole les pseudos, là. Y a pas de son parce que j'ai mute hier, je sais pas pourquoi. Hop. Oh. Combien de fois par jour la douche en été? Bah c'est un peu la question, ouais. Oh. En vrai, le matin, une avant d'aller dormir, c'est bien aussi, hein. T'y passes pas 1000 ans, tu sais, tu fais juste... Et c'est bon. La douche du matin, trop la flemme, on préfère boire un café. Non, la technique, c'est de laisser couler son café pendant que tu prends sa douche. Et comme ça, quand tu reviens, paf, il est à température. C'est ça la technique. Comme ça, t'es tout propre et tu bois ton petit café. C'est parfait. Et après, t'oublies le café, il est froid. Non, mais si vous êtes des blaireaux, moi, je peux plus rien pour vous, là. J'essaie de vous donner des tips, mais il faut un peu y mettre du vôtre aussi, quoi. Hein. Au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Zut, hein. Bon, allez, on passe sur le jeu. Allez, on passe sur Baldur's Gate pour de vrai. No blaireau shaming, bien sûr. On passe sur Baldur's Gate, mes aïeux. On avait déjà fait une session hier. On va en refaire une aujourd'hui parce que, pourquoi pas, j'avais envie. J'avais envie. Comment oublier un café? Ah, ça m'arrive, mais c'est rare quand même. Florence l'a dit, les TDAH sont des blaireaux et bonjour. Non, j'ai pas dit ça. Oh, maintenant j'ai plus de solution de sortie, c'est trop tard. Les vrais gamers se perdent. C'est sympa les blaireaux, vous ressemblez un peu à Oliver, quoi. Les blaireaux, c'est très très Oliver. Attendez, excusez-moi, on doit faire une pause. Attendez, attendez. Important, important. Small boy long nose, où es-tu? La musique en fond, c'est le jeu? Oui. La même chose. La même chose, on est d'accord? Pareil. Pareil. Une photo.